Bonjour à tous. Donc, Ophélie Robineau, je suis la directrice de l'association Phytovictimes et j'ai également pour mission d'accompagner les professionnels victimes des pesticides qui nous contactent, notamment au travers de la procédure de reconnaissance en maladie professionnelle sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir au cours de ma présentation. Donc, effectivement, je vous rassure tout de suite, je suis la dernière à passer. Après, on va rentrer sur les débats, l'échange avec vous. Et puis après, vous irez manger. Je me doute que ça doit commencer à vous creuser un petit peu. Accrochez-vous, j'en ai pas pour longtemps. Donc je vais articuler ma présentation en 3 points. Donc d'abord, mais très très succinctement, parce que ça a été évoqué quand même dans les nombreuses présentations qui ont lieu avant, un petit rappel des connaissances actuelles et des travaux scientifiques qui existent, parce que sans eux, ce serait difficile effectivement de faire avancer la problématique santé et pesticides. Un petit constat de terrain aussi par rapport, tiré des dossiers qui sont suivis nous au sein de notre association. Et enfin, donc quelques mots sur la procédure de reconnaissance en maladie professionnelle elle-même, qui n'est pas forcément familière à tous ceux qui sont ici et qui vous permettra de vous rendre compte un petit peu des difficultés que peuvent rencontrer les professionnels. Donc d'abord, très succinctement, donc les travaux scientifiques, je pense que c'est évident pour tout le monde une fois que toutes les présentations précédentes ont été entendues. Il n'empêche que sans eux, ce serait vraiment compliqué. Ces travaux scientifiques sont indispensables quand on prend quelques constats très simples. Les produits phytosanitaires sont utilisés depuis maintenant plusieurs siècles et de manière que l'on peut considérer comme très large depuis plusieurs décennies. L'exposition professionnelle aux pesticides concerne un nombre assez impressionnant de métiers, dont je n'ai vraiment pas le temps de tous vous les lister, mais on pense en premier aux activités agricoles, mais il y a aussi tous les métiers qui sont en lien avec cette agriculture, mais il y a également tout ce qui concerne l'entretien des espaces verts, des choses que vous voyez tous les jours, des ronds-points, des stades, voire même des traitements de zones là où il y a des pylônes électriques, ça aussi, ces métiers-là sont également concernés. On a des activités de désinsectisation des locaux, tout ce qui concerne l'entretien des voiries, des voies ferrées, les soins vétérinaires, tous les métiers liés au travail et à la manipulation du bois. La liste est vraiment très très longue. Si en plus on rajoute à ça que dans un même métier, il y a de nombreuses tâches qui peuvent être exposantes, par exemple pour le simple secteur agricole, encore une fois, je fais un listing très très succinct, mais on va de l'achat au transport, stockage, la préparation de la bouillie, l'épandage, le nettoyage, l'entretien du matériel, les tâches de réentrée, plus tous les accidents qui peuvent arriver, qu'on qualifie d'accidents, des tâches exceptionnelles, mais qui existent, comme Jean-Noël l'a souligné tout à l'heure, et qui sont exposantes réellement et à prendre en compte en tant que telles. Donc, rajouter à tout ça des voies de contamination multiples. Donc, Alain l'a précisé, la voie cutanée est largement dominante, mais il y a également la voie orale et la voie respiratoire qui doivent être prises en compte. Donc forcément, une fois que je vous ai expliqué tout ça, vous comprenez bien qu'il y a vraiment besoin d'éléments scientifiques pour connaître les expositions. C'est une problématique non négligeable. Et connaître ces expositions en lien avec forcément des conséquences sur la santé. Donc très succinctement, moi, en ce qui concerne ma revue bibliographique, si on peut dire ça, je me suis plutôt appuyée sur le rapport de l'INSERM, donc ça tombe bien, c'est un de ceux qui a été cité souvent dans les présentations, mais qui n'a été pas trop présenté, donc ça évite un peu les redondances. Donc le rapport de l'INSERM, si je synthétise extrêmement, il a été réalisé en 2013, et il fait la revue bibliographique de la littérature internationale qui existe, sachant que les premières études effectivement portant sur le lien entre pesticides et santé ont été réalisées à partir des années 80, comme ça a été cité auparavant. Donc ce rapport met en évidence, à partir de cette littérature, une présomption forte d'un lien avec une exposition aux pesticides pour certaines pathologies, qui sont ici sur la colonne de gauche, donc les lymphomes malins non-hodgkiniens, les myélomes, les cancers de la prostate, Parkinson, malformations congénitales, leucémie et tumeurs cérébrales chez les enfants. Une présomption moyenne en ce qui concerne les leucémies, Alzheimer et des morts fœtales, et une présomption faible pour certaines pathologies telles que Hodgkin, cancer des testicules, tumeurs cérébrales, mélanome, la sclérose latérale amyotrophique, mais également l'anxiété ou la dépression et certains troubles cognitifs. Donc, je tiens quand même à vous rappeler que cette classification, qui a le mérite d'exister, a été faite à partir d'une base de données existante. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit que la présomption est moyenne ou faible qu'elle n'existe pas. Simplement, il n'y a pas forcément de données pour pouvoir documenter tous ces liens. Peut-être que d'autres études permettront de se rendre compte que les liens sont effectivement faibles, mais à l'heure actuelle, c'est impossible d'avoir cette conclusion-là.
Il n'empêche que, comme ça a déjà été dit, ces données ont le mérite d'exister et qu'il faut s'en servir, à la fois dans la prévention, donc c'est un thème qui est récurrent dans nos interventions de ce matin, mais également dans la réparation, donc qui est donc un sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, quelques mots simplement donc, de Phytovictime. Phytovictime, donc, comme ça vous l'a été dit en présentation, a été créé en 2011, avec une mission première donc, de venir en aide aux professionnels victimes des pesticides. Depuis 2011, il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui nous ont contactés. Et donc vous voyez sur ce graphique l'évolution du nombre de dossiers que nous traitons chaque année, avec une augmentation quand même particulièrement significative sur l'année 2016 des dossiers. Un petit focus quand même local, parce que c'est sûrement plus parlant pour vous. On a 60 dossiers en région Nouvelle-Aquitaine sur l'année 2016 et 15 en Gironde. Alors, nous, on n'a forcément pas la force statistique pour pouvoir mettre en avant certaines pathologies. Il n'empêche que maintenant, les dossiers commencent à s'accumuler à Phytovictime et qu'on ressort certaines familles de pathologies, des grandes familles. Donc, en premier lieu, des neuropathies, viennent ensuite les hémopathies, une liste de cancers malheureusement assez impressionnante. On parle aussi de plus en plus d'hypersensibilité chimique, mais également donc, de dépression. Ce sont aussi des maladies qui commencent à émerger, en tout cas dans les dossiers des personnes qui nous contactent. Parmi ces grandes familles, j'ai listé quelques pathologies émergentes. Alors, Parkinson, lymphome, leucémie, et également dans les cancers, le premier cancer que l'on retrouve, c'est le cancer du poumon. Et puis, il y a toute une série de troubles, je dirais qu'il est difficile de classer dans une catégorie ou dans une autre, mais qui sont vraiment extrêmement importants, qui sont révélateurs d'une intoxication aux pesticides et qui sont souvent mésestimés par les personnes qui nous contactent. Donc, tous ces troubles que je vous ai listés là en dernier lieu, donc à savoir les nausées, les vomissements, des troubles digestifs, des troubles respiratoires, des troubles cutanés, des vertiges, des céphalées, donc l'asthénie, c'est-à-dire un phénomène de grande fatigue, des douleurs articulaires et plein d'autres choses. On pourrait parler de saignement de nez, au moment des épandages notamment. Voilà, il y a plein de signes, plein de symptômes qu'on ne peut pas faire rentrer vraiment dans des catégories, donc il est difficile de faire des statistiques à partir de ça, mais que si on regarde quand même dans la masse de personnes qui nous contactent, tous ces symptômes-là, ça devient particulièrement préoccupant. Donc, je voudrais maintenant vous dire quelques mots de la maladie professionnelle, parce que c'est la réparation via ce processus-là a été évoqué et sera certainement évoqué au cours de la journée, mais ce n'est pas forcément quelque chose de familier à tous ceux qui sont là. Ce n'est même pas familier d'ailleurs aux professionnels en premier lieu. Donc, une maladie professionnelle, c'est une maladie qui est une conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Déjà, il faut intégrer cette définition-là. Ensuite, il faut savoir que dans le processus de reconnaissance en maladie professionnelle qui est réalisé par les organismes de sécurité sociale, il se base sur des tableaux qui existent et qui listent les conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être remplies pour obtenir cette reconnaissance. Donc déjà, rien que ça, ce n'est pas très simple. En ce qui concerne les pesticides en tant que tels, il existe à l'heure actuelle uniquement 2 tableaux qui font le lien avec des pesticides ou des familles de pesticides, à savoir les tableaux 58 et 59 du régime agricole. Donc là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quand même 2 régimes, le régime général et le régime agricole. Donc on peut se poser aussi la question de savoir pourquoi ces tableaux existent dans un régime et dans l'autre. Donc les voici, ces 2 tableaux, donc à savoir donc, la maladie de Parkinson, qui a été créée donc, en 2012, et donc le deuxième tableau qui concerne les lymphomes malins non-hodgkiniens, ce qu'on appelle les LMNH, et qui a été créé, lui, en 2015. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des conditions à remplir. Donc, vous voyez sur la colonne de gauche, il y a une désignation donc, de la pathologie. Sur la colonne du milieu, vous avez une précision du délai de prise en charge. Si on prend par exemple Parkinson, qui est le tableau du haut, c'est peut-être pas très lisible pour ceux qui sont au fond.
Mais il faut faire la demande autant que faire se peut si on veut rentrer dans la case dans l'année qui suit la fin, au maximum, hein, dans l'année qui suit la fin de l'exposition, sous réserve de pouvoir prouver qu'il y a une durée d'exposition de 10 ans, et à condition d'avoir effectué des travaux exposant aux pesticides. Une autre subtilité de ces tableaux-là, c'est que, et encore on est chanceux sur ces tableaux, c'est que la liste des travaux qui est présentée est une liste indicative. Donc on peut obtenir entre guillemets des dérogations. Il arrive que des tableaux soient réalisés sur des listes limitatives, et dans ce cas-là, il est difficile d'y déroger. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous expliquer toutes les étapes, je voulais juste vous montrer, alors, sans même vous parler de toutes les étapes à réaliser pour constituer un dossier de demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Admettons qu'on remplisse toutes les cases du tableau, c'est parfait, le dossier est accepté, donc la reconnaissance est obtenue par l'organisme de sécurité sociale. Mais après, il reste quand même un certain nombre d'étapes à réaliser pour que cette reconnaissance soit effective. Et je ne vous parle même pas des difficultés quand on ne rentre pas parfaitement dans les petites cases du tableau. Ces tableaux ont le mérite d'exister, hein, vraiment, ça a été un travail, ça a mobilisé de nombreux acteurs, y compris notre association, mais évidemment plein d'autres. Mais on voit bien qu'il y a encore du travail à réaliser et que ces tableaux sont perfectibles. Je vous fais grâce de toutes les étapes, ce serait vraiment trop compliqué, c'est juste pour vous rendre un petit peu compte de ce que ça implique de faire ce genre de procédure de demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Alors forcément, quand vous voyez mes schémas d'avant, vous êtes en train de vous dire « Oula, faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, franchement, ça ne donne pas envie, et je ne vois pas à quoi ça sert. » Alors, quelques petites réponses quand même. Ce n'est pas juste pour le fun. Avoir une reconnaissance en maladie professionnelle, d'abord, ça permet, c'est très terre à terre ce que je vais vous dire, mais d'obtenir une rente à vie. Quand on a des personnes qui sont confrontées à la maladie, souvent, ça a un impact sur leur possibilité en termes de temps à passer sur leur travail, tout simplement. Ils travaillent souvent moins ou moins bien, moins facilement, donc ça permet, et puis il y a des coûts aussi liés à la maladie, donc ça permet, cette rente, d'assurer quand même un peu plus de confort pour la personne qui est reconnue en maladie professionnelle. Bien que, là encore, petite subtilité du système, on n'a pas du tout les mêmes calculs de rente entre des salariés agricoles et des non-salariés. Il y a il y a un abysse entre les deux. Autant les calculs qui sont réalisés dans le cas pour les salariés sont cohérents, on parvient à avoir une équivalence de salaire qui est correcte, autant pour les exploitants, c'est vraiment loin de l'être. Donc, une reconnaissance en maladie professionnelle, c'est aussi apporter la preuve que les pesticides peuvent avoir un impact sur la santé, parce que c'est pas forcément évident, même quand il existe des tableaux. Donc là, au moins, si vous voulez, ça participe à des statistiques nationales et ça met en évidence donc, ce lien-là. Et puis, ça permet aussi, je dirais presque, à condition d'avoir connaissance du nombre de dossiers déposés, mais chaque dossier permet normalement aussi d'alerter sur ces impacts, sur les pathologies qui pourraient être en lien avec les pesticides, et ça devrait pouvoir servir, et ça sert en partie, à orienter les études scientifiques sur certaines pathologies, sur certaines professions, certaines tâches exposantes. Donc c'est une procédure qui est complexe, mais qui a vraiment il y a des réels objectifs derrière, et souvent les personnes qui nous contactent d'ailleurs ne font pas la procédure que pour eux, ils le font aussi pour les autres. Oups là, excusez-moi, j'étais trop vite. Voilà, donc je finirai quand même sur ce point-là en disant qu'effectivement, à l'association Phytovictimes, notre objectif premier, c'est de venir accompagner les professionnels victimes des pesticides, notamment dans cette procédure de reconnaissance en maladie professionnelle, qui, je l'espère, vous l'aurez compris, n'est pas si simple que ça. Donc ça, on a la chance aussi d'être appuyé par un cabinet d'avocats qui sont spécialisés dans la défense des victimes, et notamment des victimes des pesticides, à savoir le cabinet Tessonnière, Topalov, Laforgue, Andreu et Associés.
Mais en fait, au fur et à mesure des années, les membres fondateurs de l'association et tous ceux qui sont venus participer à la vie de cette association se sont rendus compte de la nécessité de diversifier nos actions pour en fait faire progresser et défendre les droits des professionnels victimes des pesticides. Donc on n'a pas que cette mission d'accompagnement. Aujourd'hui, on a des missions d'information, de prévention. La journée qu'on fait aujourd'hui, par exemple, en fait partie. Mais il y a également un focus important qui est souhaité par les administrateurs sur les établissements scolaires, parce que ça a été dit, ce sont aussi les professionnels de demain. On a aussi dit qu'il y avait eu un enseignement axé sur certaines méthodes de production, mais il faut aussi s'assurer que ces choses-là évoluent en fonction des connaissances qui existent. Donc Fuite de Victimes s'investit pleinement dans cet aspect-là. Et on fait également partie maintenant de différents groupes de travail nationaux et régionaux. Donc au sein de l'ANSES, institut qui a été cité tout à l'heure, mais aussi au travers du plan Ecophyto, des plans régionaux santé-travail par exemple. Alors c'est important pour moi de vous lister tout ça, c'est pas forcément juste pour mettre en avant notre association, c'est pour montrer que la problématique santé-pesticides dans le monde professionnel, c'est pas juste une procédure de reconnaissance, c'est vraiment, ça va plus loin que ça. Il y a besoin de travailler sur de nombreux points. Ça nous amène forcément à travailler en lien avec de nombreux scientifiques, de nombreux chercheurs de toutes disciplines. L'interdisciplinarité est également très très importante pour faire évoluer cette problématique-là. Et un petit document qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc la charte qui a été signée dans le Limousin entre les pomiculteurs et les riverains, et qui met en avant l'importance d'un dialogue entre professionnels et riverains pour faire avancer les choses et faire avancer l'attention qui est portée donc, à cet aspect santé pesticides. Mais là-dessus, je ne vous en dirai pas trop parce que vous l'aurez compris, on aura les représentants principaux donc, de cette action qui vont intervenir. Et du coup, je vais laisser un peu de suspense quand même. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Je vous remercie infiniment pour votre attention et bien sûr, je suis à votre disposition pour toute question.